Merci à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatchoy. Merci pour votre fidélité. L'ASEC Mimosa joue gros ce week-end face aux Wydad de Casa dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue africaine des champions. Pour ce faire, nous nous posons la question de savoir si Julien Chevalier doit-il aligner le 4-3-3 comme système. Et vos tacticiens du jour sont là, Charlotte Demandé et Mathieu Blé. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Oui, bonjour Magat, bonjour à tous nos téléspectateurs. Comment allez-vous? Bah, tout va bien dans l'ensemble. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Le temps d'une émission. Vous êtes donc le coach Julien Chevalier. Vous devriez donc donner votre système de ce match face au Wydad de Casa et le sondage également sera de la partie. Messieurs, avant de venir donc au débat, la première question que je vous envoie, avez-vous le sentiment que cette Ligue des champions africaine a retrouvé son niveau d'antan? Je vais le demander. Non, je n'ai pas le sentiment. Je n'ai pas le sentiment. C'est vrai que par le passé, on a connu un championnat, une ligue, d'abord la Coupe d'Afrique des clubs champions qui est devenue après la Ligue des champions, qui était très relevée avec des équipes qu'on retrouvait partout sur le continent, même en Afrique de l'Ouest. Il y avait à l'époque le Afia de Conakry, il y avait l'Ashanti Kotoko de Koumassi. On se souvient des derbies entre l'ASEC et Afia, Ashanti Kotoko. En Afrique centrale, il y avait au Cameroun le Canon Sport, le Grand Canon de Yaoundé qui a gagné 3 fois cette compétition. Donc aujourd'hui, c'est vrai que quand tu regardes, cette compétition est dominée par la partie septentrionale du continent. C'est quasiment les équipes du Nord qui sont toujours là, qui gagnent. Quand vous prenez le palmarès, vous allez voir que en 2023, c'est Al Ahly, en 2022, c'était le WAC, 2021, c'est Al Ahly, 2020, Al Ahly, 2019, Espérance de Tunis, 2018, Espérance de Tunis, 2017, le WAC. Vous voyez que seul en 2016, Mamelodi Sundowns, l'Afrique du Sud, s'est inséré. Donc là, vous voyez que c'est un peu ça, cette configuration. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu quand même une évolution sur le plan financier. Les gains de la compétition ont évolué. Voilà. Effectivement, comme il le dit, hein, alors il a retracé un peu l'historique et le parcours des derbies au niveau du continent africain. Mais avant de répondre à cette question, d'abord la première question pour tout le monde. Vous avez le sentiment que la Ligue des champions a retrouvé son niveau? Non, moi je dirais absolument non. Elle n'a pas le même niveau. Et je pense qu'il n'y a pas photo entre le niveau d'antan et le niveau auquel nous avons droit aujourd'hui. Maintenant, évidemment, les raisons, ce n'est pas les raisons qui manquent, les raisons sont nombreuses. Mais il faut de constater que la Ligue africaine des champions ne peut avoir le niveau qu'il a en ce moment, parce que les réalités ne sont pas les mêmes, on n'a pas les mêmes athlètes, voilà, il y a tout un contexte. Nous reviendrons au niveau des raisons. Hein. Voilà. Mais je vais demander à toucher du doigt un monde d'écart entre les équipes de l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Absolument. Parce qu'au niveau donc, du Maghreb, on a maintenu le cap, on a gardé la même philosophie de développement, on a gardé donc à l'idée que pour avoir des résultats, il faut avoir des clubs structurés, il faut avoir un championnat bien organisé, professionnel. Et je pense que cette partie de l'Afrique l'a bien compris. Donc c'est ce qui explique la stabilité et surtout le règne au niveau des clubs de cette partie du continent africain. Malheureusement, en Afrique, au sud du Sahara, on avait des clubs de légion. Mais on n'a pas prévu, parce que gérer c'est prévoir, on n'a pas prévu malheureusement. Et un matin, on a été surpris et on continue d'être surpris, là où les Maghrébins continuent toujours dans la planification, dans la professionnalisation. Et si nous restons dans cet état de fait, je pense que au niveau de l'Afrique subsaharienne, ça ne peut que être des coups d'épée dans de l'eau. Tandis que l'Afrique, je vais dire, le Maghreb continuera de dominer parce que dans le football, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de planification, beaucoup de professionnalisation. Et je pense que cette partie de l'Afrique l'a bien compris et c'est donc tout à fait normal qu'ils aient les résultats qu'ils ont aujourd'hui. Parce que là, même quand tu regardes même les poules de cette 52e édition, tu vois des pays comme la Tunisie qui ont 2 représentants. Dans le groupe C, il y a l'Espérance de Tunis et puis l'Étoile du Sahel. C'est quand même gros. Quand tu prends dans ce même groupe, tu vois, le groupe A, il y a la Pyramide. Dans le groupe D, tu as Al Ahly, c'est des pays, des représentants égyptiens.
Donc vous voyez que c'est eux qui dominent. Et puis même en Tanzanie aussi qui est en train de venir. Très fort, c'est Simba, ils ont fait fort. Simba dans le groupe de la SEC et puis il y a Young African dans le groupe D avec Al-Ali et autres. Seul un club modeste ghanéen qui est dans le groupe D, c'est pas la Chantier Kotoko, c'est pas Asofok. Donc, et puis encore, il faut aussi souligner que est-ce que la Ligue, la nouvelle compétition qui a été créée par la CAF, l'African League, l'African League, ne va pas venir baisser la cote de cette Ligue des Champions parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu là-bas. La CAF, je me souviens très bien que le 30 septembre dernier, la CAF a communiqué sur les montants, les gains que les participants, les gagnants de cette compétition devaient avoir. Ça donne quoi, le premier à 4 millions de dollars. En poche 4 millions de dollars. C'est énorme. Donc on va estimer à quoi? 2 milliards, à 2 milliards de francs CFA. Le deuxième repart avec 3 millions de dollars. Le demi-finaliste, 1,7 million de dollars. Le quart de finaliste, 900 000 dollars. En temps, le vainqueur de la Ligue des Champions a près de 1 milliard, si tu veux, 1 million de dollars, près de 600 et quelques millions de francs CFA. Vous voyez l'énorme, la différence au niveau des gains. Et puis, vous savez qu'aujourd'hui, les gens participent aux compétitions pour avoir de l'argent. Donc là, est-ce que déjà, cette compétition-là ne va pas venir encore baisser la cote de cette Ligue des Champions? Faire de l'ombre à la Ligue des Champions africaine. Alors, comme il le dit, vous avez touché du doigt un peu quelques points, mais n'est-ce pas aussi également la fuite peut-être des talents vers l'Europe? Parce qu'à l'époque aussi, vous avez des joueurs qui sont dans notre championnat, Ablaye Traoré, vous avez Begriago, vous avez tout ce beau monde-là, Ahmed Ouattara, tout cela, ils ont joué ici. Les Dagochal également, tout cela, ils ont joué. Dans notre championnat, ils ont prouvé avant de partir en Europe. Mais aujourd'hui, 17 ans, 18 ans déjà, les joueurs sont partis vers l'Europe. Oui, c'est vrai que cette réalité est une réalité qu'on ne peut pas discuter. Mais après, il ne faudrait pas aussi que cette réalité soit une première fuite en avant. Parce que les périodes, par exemple, auxquelles vous faites allusion, en ce moment, il y avait, les joueurs étaient très bien rémunérés en Afrique. Quand je prends par exemple le cas du Nigeria où on avait les clubs de richissement à Bula Babès et d'Inwaniaou National d'Oweri, c'était des gens qui étaient passionnés, qui avaient beaucoup de moyens et qui mettaient beaucoup de moyens et qui payaient bien leurs joueurs. En Côte d'Ivoire, on a l'Africa Sport de M. Simplice de M. Zinsou, qui était donc un club qui payait bien les joueurs, qui partait chercher les oiseaux rares. Donc il y avait une certaine stabilité. Et après, quand il y a eu la révolution du côté des Mimosas avec l'avènement du président Roger Ougnen, il y avait encore des salaires. Et en cette période, notamment dans la décennie 90, on va dire les plus mauvais salaires de la SEC d'Abidjan de l'Africa Sport pouvaient tourner autour de 300, 400 000, 500 000, voire 500 000. Vous comprenez? Donc à partir de ce moment, parce qu'en fait, quand il y a aujourd'hui cet exode méchant et massif vers l'Europe, c'est parce que les gens, ils ont envie de sécuriser leur vie à partir de leur talent. Mais moi, je me dis que si au pays, les joueurs peuvent un temps soit peu gagner, mais ils ne peuvent pas se lancer dans des aventures. Vous comprenez, aujourd'hui, il y a un exode massif de la Côte d'Ivoire vers le Maghreb. En temps avant, c'était le chemin inverse. Donc, il y a cette réalité. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, si on a cette stabilité dans le Maghreb, ce n'est pas parce que les joueurs maghrébins ne sont pas motivés, mais ce qui allait les conduire vers l'Europe, si long au pays. Alors, pourquoi se casser la tête? Donc, je pense que l'un dans l'autre, il doit falloir que tous les acteurs continuent de conjuguer beaucoup d'idées pour trouver donc les solutions idoines, parce que tant qu'au niveau de la rémunération, on n'a pas fait beaucoup d'évolution, croyez-moi, les talents vont s'exiler. Je me rappelle en 92, après un match de la Coupe nationale où la SEC avait étrié, je ne me rappelle plus bien de l'adversaire, Abdoulaye Traoré devait partir signer au Mans. Mais tous les gros supporters de la SEC ont dit non, ils se sont mobilisés. Il y a eu des tractations et Abdoulaye a continué sa carrière. Et il n'a pas été le plus malheureux des footballeurs. Les Guigui Sely, les Lousseni Konaté, vous les avez cités à l'Afrique, on avait les Yekini Rachidi, les Okolosi Gabriel, qui étaient tous des gens bien logés. Et surtout des internationaux. Et qui étaient des internationaux. Et entre-temps, avant qu'un joueur étranger passait par la SEC ou par l'Africa Sport, il avait beaucoup de chances d'intégrer la sélection, notamment la grande sélection du Nigeria, où on a eu les Thompson Olia qui ont fait leur preuve à Abidjan, Brice Samba Christian, le père de l'actuel gardien du RC Lens, il a fait ses preuves à l'Africa Sport en 1994. Donc, au-delà de la fuite des talents, il y a surtout ce problème qui demeure chronique, la rémunération des athlètes. Je pense que si beaucoup d'efforts sont faits, notamment en Afrique de l'Ouest, parce qu'au Maghreb, on a la stabilité, mais tout à l'heure, je lui ai parlé de la Santé Kotoko, qui semble ne plus exister. On a le Asofok du Ghana, on a la Gaza de Tomé, de Lomé. Ce n'est pas les clubs qui manquent. Mais aujourd'hui, il y a une certaine déchéance, et donc il pense qu'il doit falloir que les dirigeants réfléchissent pour trouver des solutions avec le concours de certaines fédérations pour ramener
la rémunération à niveau, je pense que ça peut davantage stimuler beaucoup de temps. Vous êtes d'accord avec lui au niveau de la rémunération? Non, oui, effectivement, mais au-delà même de la rémunération, parce que la professionnalisation de ces clubs-là, parce que ça englobe aussi la rémunération. Absolument. Voilà, donc c'est la structuration de ces clubs. Quand tu prends des équipes comme Al Ahly, ceux qui ont la chance d'aller au Caire, vous allez voir que c'est un empire à Al Ahly au Caire. Tu prends le WAC, tu prends l'Espérance de Tunis, Mamelodi Sundowns même. C'est les équipes qui sont structurées, bien organisées, les joueurs sont bien payés. Et aujourd'hui, on s'étonne aujourd'hui de voir Simba et Young African dans la phase de groupe de la Ligue des Champions. Mais on connaît aujourd'hui les salaires qui sont payés là-bas. On sait très bien que les joueurs de la SEC se sont aventurés dans ce championnat. Donc, c'est la structuration, le professionnalisme de ces clubs-là. Quand on aura des clubs faibles, structurellement, des clubs faibles en termes d'organisation qui donnent des miettes aux joueurs, ça va être compliqué. Maintenant, comment faire pour que les clubs soient forts, surtout au niveau des moyens financiers? Non, mais je pense qu'il a mis le pied dans le plat. C'est d'abord, il faut structurer les clubs, la professionnalisation. On n'a pas le choix. Si la SEC, d'une certaine manière, est dominateur, c'est parce que la SEC l'a compris. Pour ceux qui nous suivent, quand vous dites, vous parlez des clubs professionnalisés, c'est quoi exactement? D'abord, un club légalement constitué, oui, avec toutes les catégories, et comme fort heureusement la CAF vient de l'exiger, avec aussi des sections féminines. Et ces clubs doivent avoir, on va dire, leurs espaces d'entraînement, et même pourquoi pas ne pas avoir des espaces, avoir eux-mêmes le stade. Et puis, naturellement, il faut que le traitement salarial, tout doit être professionnalisé. C'est-à-dire quoi? Quand on opère dans ces clubs, ça dit que on exerce. Donc, on doit être capable de vivre de notre art, du boulot que nous faisons. Et donc, je pense que l'image, je remarque, en Côte d'Ivoire, c'est le cas de la SEC d'Abidjan. Même si ces derniers moments, au plan continental, la SEC a connu quelques difficultés, mais le fait d'avoir mis une structuration assez précise sur pied donne une certaine stabilité à la SEC Mimosa, qui fait qu'il n'y a pas photo, malheureusement, au plan local. Malheureusement aussi, ce fait a eu pour conséquence immédiate d'endormir la SEC, puisque on va dire en face, il n'y a plus véritablement de rivalité. Or, on a toujours besoin de la rivalité pour stimuler. Donc, en un mot, il faut professionnaliser. Et cela commence avec une certaine organisation. Quand Roger Wigny est venu, je me rappelle très bien, la SEC avait lancé, je veux dire, des cotisations, où même tous les actionnaires ont cotisé, que ce soit des lycéens, des chômeurs, tout le monde. Et petit à petit, il a défini sa politique pour dire un grand club, c'est l'organisation, un grand club, c'est les stades d'entraînement. En face, on parlait d'un grand club, c'est les trophées. Et il y a eu ce débat éternel. Mais au final, on a vu que la vision et la professionnalisation a eu raison des trophées immédiats. Malheureusement, l'Africa est là où il se trouve aujourd'hui et la SEC Mimosa est là où il se trouve. Donc je pense que cette structuralisation a donné stabilité à la SEC et je pense que petit à petit, les générations passées se succèdent, mais vu le travail qui a été encore fait ces 4 dernières années avec l'entraîneur Chevalier, la tête quand même est en train de retrouver certaines noblesses, certaines lettres et je pense que petit à petit, c'est fort possible que la SEC revienne au premier plan en termes de compétition continue. Un dernier mot là-dessus, au niveau de l'organisation. Mais je pense que quand dans la cité des équipes des pays, Égypte, Tunisie et autres, il y a aussi la volonté politique. Parce qu'il faut que, pour accompagner cette professionnalisation, il faut aussi une volonté politique, pour aider les clubs à mieux s'organiser. Ça aussi, il y a des pays qui l'ont fait. La volonté politique a boosté les différents championnats. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on prend beaucoup de lois, il y a la loi sur le sport qui a été adoptée. Est-ce qu'elle est appliquée dans sa sincérité? On se pose des questions. Parce que c'est vrai qu'il est bon de voter des lois, mais il faut les appliquer. Quand aujourd'hui on parle de cahier des charges de la Fédération ivoirienne de football, est-ce que réellement les équipes même, on nous dit qu'il y a des équipes qui ont rempli ce cahier des charges-là, mais je doute fort. Je doute fort parce qu'avec ce qu'on apprend de part et d'autre, ça devient compliqué. Donc on ne peut pas continuer de tricher, on ne peut pas continuer de bricoler. Parce que tant qu'on va bricoler, tant qu'on ne va pas organiser nos clubs, tant qu'on ne va pas s'organiser, se structurer, on ne pourra pas régner sur le continent. Parce que tout à l'heure, j'ai donné le palmarès. Regardez un peu les 9 derniers vainqueurs. C'est des équipes structurées, professionnelles. Ce n'est pas du bricolage qui paie des joueurs, qui donne des bons salaires aux joueurs. Mais nous, ici, ça devient compliqué. Donc c'est pourquoi il parle aussi de volonté politique. Il faut aider aussi le football à mieux s'épanouir, à mieux s'organiser. À mieux s'épanouir, à mieux s'organiser. La question, c'était donc la Ligue des champions africaine peut-elle retrouver son niveau d'antan? Vous avez dit non, bien sûr. Bon, d'accord, c'est vos différents avis. Hein.
et nous les respectons. En tout cas, la SEC Mimosa tentera de raviver la flamme africaine ce week-end dans l'antre mythique du stade de Félix Houphouët-Boigny face au Wydad de Casa. Justement, avant la tenue de cette rencontre ASEC Wydad de Casa, le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Yassine Diallo, était du côté du représentant ivoirien pour les galvaniser. Président Francis, merci de nous recevoir. J'ai souhaité venir avec une délégation de la Fédération ivoirienne de football, saluer la grande équipe qu'est la SEC et encourager les athlètes dans la mission qu'ils ont actuellement, à savoir conduire la SEC le plus loin possible en Ligue des Champions. Et je voudrais déjà vous remercier parce que votre coach et vous, l'année dernière, grâce à votre parcours exemplaire, vous avez permis à la Côte d'Ivoire de gagner une place. C'est ainsi que l'année dernière, on a eu la possibilité d'avoir des équipes à un certain niveau. Voilà. Donc vos performances rejaillissent sur le football ivoirien. Donc c'est pour ça que c'est important que nous soyons à vos côtés. Donc vous féliciter pour l'année dernière et vous dire que quand on a fait aussi bien l'année dernière, on ne peut pas faire moins bien cette année. Donc l'objectif est encore plus élevé. Vous avez la chance de faire partie d'une équipe qui est une équipe historique, dont je ne me cache pas, moi-même je suis membre. Moi je suis à la SEC. Oui, j'ai commencé à la SEC dirigeant. Francis, c'est mon aîné. Roger, on était tous ensemble. Ils ont une vision et cette vision-là permet aujourd'hui à la SEC d'être un modèle de développement. Mais le développement organisationnel ne suffit pas s'il n'y a pas de résultat sportif. Donc il est important que vous sachiez que vous êtes le porte-drapeau et les porte-parole et je dirais les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Donc on a confiance en vous, on a confiance en votre coach, on a confiance en vous. C'est pas facile. Et vous voyez la compétition maintenant, ça vous amène à partir, à revenir, à voyager. C'est pas facile, mais vous êtes des guerriers. Ici, toi et moi on se connaît, on a eu des combats ensemble dans d'autres secteurs. Donc ici, je compte sur toi et tout ton groupe pour continuer. La fédération en tout cas est à vos côtés. On sera au stade samedi déjà pour vous soutenir et on sera à vos côtés durant toute cette compétition. C'était hier au centre d'entraînement de la SEC Mimosa, on va dire au lycée technique d'Abidjan. Alors, la première question, avant de passer donc au débat, messieurs, c'était comme ça à l'époque également ou pas? C'est inédit de voir le président de la fédération venir donc galvaniser une équipe avant son match de Coupe africaine? Enfin, moi, j'ai pas beaucoup vu ça. Il faut le dire tout net. C'est sans doute l'une des premières fois. Peut-être qu'il y a eu, mais depuis que je suis journaliste, je n'ai pas encore vu ça. Si c'est l'équipe nationale, oui. Je sais très bien qu'à l'époque, au moment où l'Africa Sport était tout feu, tout flamme, la fédération de Dieng et l'Africa Sport étaient à couteau tiré. On se souvient très bien même lors de la finale de la C2, la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe, les joueurs de l'Africa Sport ont refusé de saluer le président de la fédération, de tendre la main au président de la fédération. C'était la tension. Donc c'est vrai que maintenant, bon, comme il le dit lui-même, le président de la fédération, il a commencé à la SEC. Bon, ça peut s'expliquer. C'est vrai qu'il se met au-dessus. Bon, ils sont en mode communication. C'est bien de venir soutenir le seul représentant ivoirien. Et puis on sait très bien que depuis 2018, la SEC on n'avait plus vu la SEC dans les phases de groupe de la Ligue des Champions. Donc c'est un moment important pour le football ivoirien. Donc on peut le dire comme ça. Donc comme Charles le dit, il n'y a pas de polémique à y voir. Non, absolument. Je ne vois pas en quel sens on pourrait y avoir une polémique. Il est aujourd'hui l'incarnation de toutes les associations, de tous les clubs de football de Côte d'Ivoire. Et je pense que dans tous les cas, les contextes ne sont plus les mêmes parce que dans la décennie 80-90, la rivalité était, on va dire, quand même à son summum avec un certain nombre de considérations. On sait que feu le président Dieng, qui est quand même issu de la SEC Mimosa, pas mal de considérations. Ce n'est plus le même contexte aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin que l'indice au niveau des compétitions de la CAF, au niveau de la Côte d'Ivoire, on grandisse. Donc la Côte d'Ivoire, l'Unisson doit pouvoir soutenir la SEC d'Abidjan afin que cette formation fasse un très bon parcours pour espérer augmenter l'indice ivoirien. Donc en tant que président de la Fédération ivoirienne de football, vous savez, le temps a changé, les réalités ont changé dans le système managérial. Je trouve que
c'est un bon geste d'aller soutenir le représentant. Je pense que ça aurait été l'Africa ou un autre club. Je me dis qu'il l'aurait fait. Donc, pour moi, il n'y a pas polémique à la matière. Mais c'est pas ASEC d'Abidjan, c'est ASEC Mimosa. Seulement qu'on ne saura jamais. La SEC d'Abidjan n'existe pas. D'accord, avançons, messieurs. Alors, venons donc au débat, messieurs. Ligue des champions, CAF, deuxième journée. Julien Chevalier doit-il aligner le système 4-3-3 face aux 8 dates de Casa? Voici la question du jour qui vous est posée. Je vais le demander et Mathieu Blé, nous vous écoutons, Chevalier. Écoutez, je pense que il n'y a même pas de débat à mener sur ce sujet. Ah oui? Oui, parce que le 4-4-3, c'est le schéma fétiche de Julien Chevalier. Pour moi, il doit aligner ce schéma-là. C'est avec ce 4-3-3, il a brillé en Coupe de la Confédération l'année dernière pour se retrouver en demi-finale. Et puis le plus souvent, très souvent, la SEC, ça ne change pas, c'est toujours le 4-3-3. Et il effectue ses recrutements en fonction de ce choix, de ce 4-3-3. Il a donné un élément de réponse. Êtes-vous d'accord avec lui? Je dirais que non, parce que pour moi, rien n'est figé. Et surtout, un entraîneur conséquent ne décide d'un schéma de jeu qu'en tenant compte des joueurs à l'heure actuelle en sa possession. Et je lui ai dit qu'ils ont toutes les facultés pour évoluer, mais en tenant surtout compte aussi de l'adversaire qu'ils rencontrent. À partir de ce moment, connaissant les Maghrébins, je me dis que le 4-3-3, surtout que la SEC va jouer à Abidjan, serait un chemin risqué si je m'en tiens à la fidélité du Wydad Athletic Club de Casablanca, qui est un club qui met beaucoup de joueurs au milieu. Parce que quand on a vu lors de la première journée face aux représentants botswanais, ils ont évolué dans un 4-5-1 qui se muait en 4-2-4. Sachant qu'ils vont venir jouer à Abidjan, n'oublions pas qu'ils ont déjà perdu leur premier match. Et comme pourrait le dire leur entraîneur, ce match contre la SEC Mimosa leur donne l'opportunité de retrouver le moral, de retrouver la concentration. Donc, c'est un gros défi. Et connaissant donc les Maghrébins de manière traditionnelle, ils vont dans un premier temps tenter de calmer toutes les ardeurs de la SEC d'Abidjan, donc certainement qu'ils vont mettre beaucoup de monde au milieu et tenter quelques escarmouches. À partir de ce moment, je me dis, est-ce que ce 4-3-3 n'est pas prendre assez de risques? C'est juste... pourquoi vous optez pour le 4-3-3, hormis que ce soit le système préférentiel de Julien Chevalier? Mais je pense que quand un système ne vaut que par son animation, oui. Et pourquoi tu veux évoluer en 3-5-2 ou en 4-4-2 ou en 4-3-3, il faut forcément avoir les hommes pour. Et quand tu regardes, depuis l'année dernière, la SEC joue forcément avec des joueurs, des ailiers. L'année passée, il y avait Kramo Aubin et Oura Nissé. Aujourd'hui, il a des garçons comme Kadidjola qui l'utilisent souvent sur le côté droit. À gauche, on a beaucoup Serge. Et aujourd'hui, il titularise le jeune Moïse Kaboré, jeune de 17 ans, comme avant-centre. Donc, je pense qu'il le fait en fonction des hommes qu'il a. D'accord. Et là, au-delà même de Kadidjola, de Pokou Serge, il y a encore Tidiane Amédée Diomandé, qui est un très bon joueur de côté, sans oublier le jeune Touré Vassoumana, qui sort aussi de l'académie. Ce sont des joueurs de couloir, donc c'est des ailiers. Donc le système, le 4-3-3, il l'utilise parce qu'il a les hommes pour... D'accord, vous parlez des hommes, effectivement. Vous parlez du risque, du fait que de jouer le 4-3-3, le milieu de terrain de Wydad risque d'être bien densifié. Alors, je vais demander, là, on recrute Christian Kwame, qui n'est plus Christian Kofi, qui n'est plus aussi Christian Kofi Kwame, oui, c'est tout son nom, qui n'est plus aussi jeune, qui va jouer peut-être en sentinelle, ou Akaïsis Baudelaire, qui n'est pas aussi jeune également. Donc là, mis dans l'autre, comme le dit Mathieu Blé, là-dessus, c'est un risque de jouer en 4-3-3 face au Wydad qui va dans justement, parce que comme tout à l'heure il a dit, contre l'équipe, le Galaxy, l'équipe botswanaise, le WAC a dit, le Ramzi, le coach du WAC, a utilisé, il a dit, un 4-5-1, qui c'est mieux souvent en 4-2-3-1. Il a mis Gebran Aymon en sentinelle. Et puis, il y avait Latimi, Braoudi et Boussefane. Donc, un milieu à 5 têtes. Mais justement, quand il y a une densité au milieu du terrain, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir sur le côté. Pour éviter cet embouteillage-là. C'est trop plein au milieu du terrain, dans le cœur du jeu. Il faut sortir sur le côté. Et moi, je pense que jouer en 4-3-3, ce n'est pas risqué. Au contraire, ça va permettre
aux joueurs sur le côté, comme on appelle, Caridjola ou à Poku, d'écarter le jeu, de tirer cette défense, ce bloc marocain-là. Donc pour moi, c'est pas risqué. Et comme il le dit, il a peut-être raison aussi, je vais le demander sur ça. Effectivement, si le milieu de terrain est embouteillé, lorsque vous avez des ailiers qui vont très vite, qui sont très percutants, comme Nguessan Poku Serge et puis Monfossé Cardula, ça peut faire la différence. Donc en soi, le 4-3-3, on peut comprendre. Déjà, le 4-3-3, c'est aussi un système qui exige beaucoup des joueurs, notamment des joueurs offensifs et des milieux du terrain. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils ont l'obligation de soutenir les attaquants et les attaquants ont l'obligation de soutenir évidemment aussi les milieux et parfois la défense. Donc ça exige beaucoup le flux et le reflux. Ça voudrait dire qu'il faille que tous les joueurs de la SEC Mimosa soient irréprochables au plan physique. Par ailleurs, quand vous avez en face de vous un bloc aussi dense en milieu de terrain, je vais dire que ce n'est pas toujours évident d'avoir quelques espaces. Et ce qui a toujours fait la force de la SEC, et surtout même de la SEC, du grand SEC au temps de Philippe Troussier, même en jouant à Abidjan, il optait toujours pour une densité. Parce que la densité lui confère l'opportunité de vite récupérer les balles et en phase offensive d'asphyxier l'adversaire. Est-ce que ce n'est pas ce que les Marocains vont faire? Parce que le fait d'étouffer le milieu va naturellement perturber toutes les relances Mimosa et donner l'opportunité au bloc médian marocain d'être souverain. À partir de là, une fois que vous avez le gain du milieu du terrain, vous pouvez développer. En sachant que les Maghrébins sont naturellement très techniques et surtout rusés, est-ce que ce n'est pas s'exposer à des risques? C'est juste la question. N'oublions pas que nous sommes en début de compétition, en tout cas au niveau de la SEC d'Abidjan, au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous sommes qu'à la première journée. Est-ce qu'avec ce 4-4-3 qui exige beaucoup de rythme, qui exige beaucoup de sacrifices de la part des joueurs, est-ce que les joueurs mimosans seront capables de tenir la baraque avec ce système pendant les 90 minutes? Je le souhaite, mais ça reste une question qui a toute sa raison d'être. Voici les questions qui se posent, je vais le demander. Oui, mais aujourd'hui, on ne se pose pas de questions. On essaie d'expliquer les choix que nous faisons, sinon on peut tous se poser des questions. Maintenant, la SEC de Philippe Troussier est différente de la SEC de Julien Chevalier. C'est deux mondes différents. Troussier, il évoluait très souvent en 3-5-2. Julien Chevalier, aujourd'hui, il opte pour le 4-3-3. Je pense que ton inquiétude, c'est vrai, mais il a les hommes pour évoluer en 4-3-3. Et là, tout à l'heure, je le disais, il effectue les recrutements en fonction de cela. Il fait monter des jeunes de l'académie en fonction de cela. Aujourd'hui, quand tu es dans un 4-3-3, il faut forcément des joueurs qui sont capables d'animer sur le côté, qui sont capables de participer aux tâches offensives, de participer aux tâches défensives qui sont présentes dans le remplacement. Parce que c'est vrai, sinon, si tu joues en 4-3-3, que tes deux ailiers ne participent pas au repli défensif, le jeune Begré Martin qui a remplacé Atoura sur le côté droit, il sera en souffrance. Carlos Zouzou sur le côté gauche sera en souffrance. Donc c'est pour dire que les joueurs comme Monfossé et Caridjola, Poku Serge sont obligés de participer au repli défensif. Voilà. Vous avez votre réponse là-dessus? Non, mais déjà, heureusement que je n'ai pas en face de moi Julien Chevalier, que je n'ai que M. Choix le demander, parce que je suis... Oui, mais justement, moi, je n'ai pas en face de moi Julien Chevalier, je n'ai en face de moi que M. Blé. Voilà. Allons-y avec... voilà, parce que je suis surpris d'entendre que toute une équipe fait un recrutement pour préparer une saison avec beaucoup d'ambition et beaucoup de défis sur un seul système. Je ne crois pas que ce soit le cas de la SEC Mimosa. Même dans une équipe, on peut avoir un système favori, mais je voudrais encore me répéter, dire que le système qu'on peut utiliser devant l'assaut, devant le FC San Pedro, n'est pas forcément en tenant compte de la qualité de la compétition, en tenant compte de la qualité et de l'exigence de l'adversaire. Vous comprenez un peu? Donc ça, je tenais déjà à le mentionner. Maintenant, même si la SEC adore le 4-3-3, ce n'est pas un système immuable. On a beaucoup de joueurs pour s'adapter. Moi, je ne suis pas contre le fait d'utiliser ce 4-3-3, mais je veux dire, connaissant l'intelligence tactique des Maghrébins, connaissant l'attitude des Maghrébins quand ils ne sont pas sur leur base, je me dis que le 4-3-3 est un système risqué. Parce qu'on peut tout me dire, mais dans tous les cas, ça se saura le samedi. C'est des gens qui vont être bien recroquevillés dans le milieu de terrain, ils vont bien observer, procéder par des ruches, et ça va leur donner l'opportunité de ne pas trop s'épuiser. Là où les Mimosas voudront à chaque fois créer le danger, donc ils vont faire preuve d'une débauche d'énergie incalculable. Je suis assez... réaliste de me poser des questions parce qu'on n'est pas encore dans l'actualité. Vous comprenez un peu. Donc,
en imaginant que la SEC Mimosa voudra faire la différence, on fait la différence devant une formation du Wydad qui n'a fait qu'un faux pas, parce que n'oublions pas que c'est le vice-champion, vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas jouer contre le vice-champion en sachant que c'est après quelques années, la SEC retrouve la haute compétition. C'est assez risqué parce qu'en face de la SEC Mimosa, il y a des joueurs de métier. Les Marocains sont naturellement de très bons techniciens qui vont tout observer. Maintenant, si on pense que le 4-3-3 peut permettre au Mimosa d'obtenir le gain de la rencontre, mais c'est le souhait de tout le public sportif ivoirien, mais je dis attention, parce qu'en face, on a des gens qui sont rompus, qui sont formés depuis leur bas âge, qui ont une grosse culture tactique, qui savent observer, mais en plus qui sont de bons manipulateurs de ballon. Voilà plus que... Monsieur Blé. Attaquez-vous au sujet. Non, savez-vous, je débat. Donc, oui, mais donc j'ai dit, monsieur Blé. Donc, ce que tu dois comprendre, je ne t'ai jamais dit que Julien Chevalier a un seul système de jeu. Son système préférentiel, c'est le 4-3-3. Aucun entraîneur au monde ne peut te dire qu'il a un seul système de jeu. Il peut faire évoluer ce système-là en fonction de la physionomie du match. Vous le dites, mais attends. Le 4-3-3 laisse-moi terminer. C'est le 4-4-3 qui va faire la différence. Laisse-moi terminer. J'ai tenu à faire cette petite précision. Non, laisse-moi terminer. La question qu'on a posée, le débat, est-ce qu'il doit jouer en 4-3-3? J'ai dit oui, il doit jouer en 4-3-3. Maintenant, je ne t'ai jamais dit que Julien Chevalier, on a vu Julien Chevalier évoluer souvent, pas souvent même, il a des matchs où il a recomposé son équipe en 4-4-2. Donc vous êtes en train de dire qu'il ne va plus évoluer en 4-3-3? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler en français, il faut quand même comprendre ce que je suis en train de te dire. Je te dis que... Non, on va ramener le calme. Oui, on dirait que tu ne me comprends pas. Oui, non, pas au débat. Non, vous aurez la parole tout à l'heure. Le temps de rappeler le numéro de téléphone. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, veuillez juste ajouter le 00 225. Le temps d'une émission, comme on l'a dit, hein, vous êtes le coach Julien Chevalier. Est-ce que vous allez aligner le 4-3-3? Vous allez passer un 4-2-3-1 et autres? Soit le demander, allons-y avec le reste. Oui, donc je disais que... la question est bien claire. Est-ce qu'il doit évoluer en 4-3-3? Je dis oui, parce que c'est le système qu'il utilise le plus souvent. Maintenant, en fonction de la physionomie du match, il a aussi des hommes, il a aussi les hommes pour changer. Il a aussi les hommes pour le faire. Karamboko Sankara peut jouer en pointe avec Moïse Kaboré dans un 4-4-2. Tout est possible. Mais son système préférentiel, c'est le 4-4-3. Il faut que tu le comprennes. Maintenant, quand tu dis, c'est vrai que le WAC, c'est vrai, il y a eu à la sortie de route le vice-champion qui a été battu à domicile par cette modeste équipe du Botswana. Ils sont laissés surprendre. C'est vrai qu'ils sont en danger, ils viendront jouer leur Vartou à Abidjan. Mais je dis que il n'y a pas lieu de s'alarmer. Chaque match a sa vérité. Le match contre, c'est vrai, le WAC est le vice-champion, mais aussi, il faut rappeler aussi que quand tu regardes aussi l'histoire des oppositions à cette WAC, au stade de Fort-Boigny, la SEC est toujours imposée contre le WAC. 92, la SEC a gagné 3-1. 2007, ils ont gagné 2-0. 2018, 2-0. Mais est-ce que l'histoire va se répéter? Ça, c'est une autre question. Mais ce que je veux dire, il n'y a pas lieu de trembler face au WAC. Ça, c'est une autre question. C'est la grosse interrogation. Alors, Mathieu Blé, là, on parle de 4-3-3. Vous dites que ce n'est pas le système qu'il va falloir faire. Mais vous, c'est quoi le système que vous proposez? Si vous êtes Julien Chevalier? Bon, enfin, si moi je suis Julien Chevalier, moi je vais opter pour une défense à plate à 3 et avec un milieu bien densifié, vous comprenez un peu, pour donner lieu à une véritable bataille du milieu. Et sachant que nous jouons sur nos propres installations, avec l'apport du 12e homme, on finira par avoir le dessus sur cette bataille du milieu. Vous comprenez un peu? Il faut déjà donner lieu à la bataille dès l'entame de la rencontre. Vous comprenez un peu? Parce que le danger du 4-3-3, c'est que les Maghrébins étant très malins, ils vont étirer le jeu. Vous comprenez, quand ils sont en phase de possession, leurs joueurs de couloir vont marquer toutes les lignes. Donc, imaginez, nos joueurs de couloir seront obligés d'aller les marquer individuellement avec leur vision, leur vista. Ils peuvent très rapidement créer le danger, vous comprenez un peu. Donc, c'est pour moi la raison pour laquelle j'aurais souhaité que le coach de Mimosa essaye de songer à un autre système de jeu, mais en tout cas un système de jeu qui garantirait une présence massive au milieu du terrain, de telle sorte que lorsque la bataille du milieu a lieu, la SEC puisse sortir vainqueur automatiquement. Ah, effectivement, direction Soubré Charlotte demandé, on sera à vous tout à l'heure. Retrouvez notre premier intervenant, M. Kwadio Kofi, c'est là, vous et bienvenue. M. Kwadio Kofi? Ben voilà, nous ne l'avons plus.
Vous pouvez donc continuer à nous appeler 27 21 59 93 99. Allons-y, je vais le demander. Oui, mais quand tu dis que tu parles de densité au milieu du terrain, justement, parce que eux aussi, quand ils vont mettre la densité au milieu du terrain, et tu dis que sur les côtés, ils vont essayer de bloquer, ils vont essayer de bloquer les sorties. Mais effectivement, quand tu as des bons ailiers, tu penses que quand tu as un Mofosé Caridjola sur le côté, quand tu as un Poku Serge, des joueurs qui vont travailler sur le côté, mais l'adversaire aussi est obligé de faire attention. Ça aussi, ça peut être un avantage. Pas forcément qu'il y ait cette bataille, cette densité dans le cœur du jeu, mais aussi sur les côtés. Sur les côtés, la différence peut venir de là. Si les joueurs de côté sont performants, ils vont étirer forcément cette défense, ce bloc marocain. Donc, c'est pas c'est aussi un avantage. Et puis même la bataille du milieu. Si réellement ça fonctionne bien, parce que tout système doit fonctionner. Quand tu évolues en 4-3-3, il faut que ça fonctionne. Mais déjà, tu as Akaï 6, tu as Christian Kofi. Au match aller contre Simba, il y avait Arthur Bada. Et que Caridjola ou, je dis n'importe quoi, Poku Serge participe au repli défensif, mais tu vas te retrouver avec 5 têtes au milieu du terrain. Donc là, déjà, il y a une densité dans l'entrejeu. C'est pourquoi, quand tu fais le choix des hommes de couloir, ils doivent être performants, ils doivent fonctionner. Ça doit fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, ça devient problématique. Voilà. Et là-dessus, on vous a compris, c'est là où vous parlez d'animation, effectivement. Nous avons un autre appelant, M. Diomandé, c'est bien cela? Oui, oui. Salut à vous, M. Diomandé. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Il appelle de Mans. D'accord, M. Diomandé de Mans. Vous êtes en direct dans l'heure des Tchatchouas. La question du jour, Julien Chevalier, doit-il aligner le système 4-3-3 face au Wydad? Bon, effectivement, Julien Chevalier, pour moi, il a un défi à relever. D'accord. Ouais, parce que ce système 4-3-3, là, peu importe la manière dont l'adversaire va identifier le milieu, Oui. c'est à l'entraîneur et au joueur de prouver que ce système-là peut détourner n'importe quel système. Parce que 4-3-3, là. Mais est-ce qu'il a... Oui. Allô? Allons-y, oui. Comme le disait tout à l'heure, c'est-à-dire les joueurs qui sont dans le couloir, là, c'est à eux de montrer à quoi ils sont dans le milieu du terrain. C'est un gars qui est vraiment polyvalent. Oui. Qui touche bien au ballon. On a vu les matchs ici, même où Akaï il te fait un match même où pas possible. Mais c'est à eux de montrer sur le terrain que même si tu veux, il faut mettre 20 joueurs sur le terrain. Mais c'est le système 4-3-3 là. L'entraîneur qui est là, il sait pourquoi il a mis ce système 4-3-3 en jeu depuis longtemps. Donc pour vous, il doit rester sur ce système. Ces enfants-là sont habitués à ce système de jeu-là. Et ils vont prouver ce jour-là qu'ils sont habitués à ce jeu-là. Voilà. 3-3 qui est là, il y a longtemps, les enfants ils sont habitués à ce système de jeu qui est là. Effectivement. Merci beaucoup, monsieur Diomandé, qui nous appelait de la ville de Mans, dans l'ouest du pays. 27 21 59 93 99. Comme il le dit, l'intervenant, ils sont habitués à jouer dans ce système depuis pas mal de temps. Charles Diomandé l'a dit aussi également tout à l'heure. Ça fonctionne de ce système. Peut-être qu'il a eu à faire quelques recrutements et également. Mais il y a un danger, comme vous le disiez, effectivement, au niveau du repli défensif. Exactement. C'est sur votre crainte. Au-delà de cela, voyez-vous, quand deux équipes commencent un match de football, et il y en a une qui densifie son milieu et qui est dans une sorte d'entente-isme, ça veut dire qu'au plan débauche d'énergie, elle fait moins d'efforts et elle fournit donc moins d'efforts. Et donc, si elle fournit moins d'efforts, ça veut dire par conséquent, elle perd moins d'énergie. Parce qu'ils sont en attente et ils observent. Au contraire d'une équipe déjà qui évolue dans un 4-4-3, qui a un système plus ou moins équilibré, donc qui implique que tous les joueurs fassent les mêmes efforts au même degré, ce qui, après une heure de jeu, ne peut pas être le cas. Parce que les attaquants qui à chaque fois descendent et remontent et provoquent, il va de soi qu'à un moment donné, ils finissent par s'épuiser. C'est quoi même Pep Guardiola, quand il était au Barça, il demandait à ses joueurs de jouer intensement une heure et après de gérer. Donc c'est cela les risques. Quand nous disons par exemple que c'est un système qui a sa raison d'être, mais qui a des limites, c'est à ce niveau. Parce qu'au niveau débauche physique, parce que quand vous commencez un match que vous jouez chez vous, et qu'après une heure de jeu, après 70 minutes, vous ne parvenez pas à ouvrir le score, ça donne l'opportunité et ça consolide la confiance de l'adversaire. Et connaissant, je dis bien, pas forcément les Marocains, mais les Maghrébins, notamment les Marocains, les Égyptiens, les Algériens, c'est des joueurs qui ont une grosse culture
tactique, c'est des joueurs qui ont du vice, c'est des joueurs qui ont du métier. La SEC n'a pas de culture tactique? Non, quand je ne dis pas que la SEC n'a pas une culture tactique, mais je veux dire ceux-là, ils ont également une grosse culture tactique. Et donc, en optant pour un tel schéma, ils savent exactement ce qu'ils viennent faire. Maintenant, si ce système peut permettre aux Mimosas d'avoir le gain de la rencontre, je dis c'est bien, mais je dis, connaissant l'adversaire en face avec son vécu, à mon avis, c'est un système qui me paraît un tant soit peu risqué, quand bien même il soit le fer de lance de la SEC d'Abidjan. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, M. Ouattara, qui nous appelle de la capitale politique, Yamoussoukro? Salut à vous. Vous êtes en direct dans l'heure des catcheurs. Oui, bonjour, M. Magat. Salut, M. Ouattara. Comment allez-vous? Bonjour à tout le monde sur le plateau. Et bonjour, monsieur. Bonjour. Salut. Allons-y, on en a plus assez de temps, s'il vous plaît. Oui, M. Magal, moi je crois que la SEC le soir, la SEC joue à la maison, la SEC a besoin d'une victoire. Vous savez, en Ligue des Champions, il faut gagner tous les matchs à la maison. La SEC a fait un bon résultat en déplacement. Donc je crois que la SEC ne doit pas avoir peur de jouer avec ce chemin de 4-3-3, puisqu'on apprend, on joue toujours à l'entraînement. Si la SEC Julien va avec 4-3-3, les joueurs de couloir sont conscients que dès qu'on n'a pas la balle, les deux joueurs de couloir doivent compléter les 3 milieux de terrain. Ça, c'est forcément, ils sont conscients. La SEC a l'habitude de jouer avec ça. Après, on a des hommes. Vous avez un monsieur comme Akaïsi Boudler, la SEC a la chance de l'avoir, qui joue devant la défense, mais c'est un monsieur qui approche ses dépassements de fonction. On a vu contre Mouna, lorsque la SEC est terminée, c'est lui qui a sauvé la SEC Moussa, attaqué un milieu défensif. Donc voilà, après, il faut jouer avec ces cibles. Pourquoi? Parce qu'il faut empêcher les latéraux adverses de monter. Comme vous jouez avec 4-3-3, forcément, les deux joueurs de couloir vont empêcher ces joueurs les latéraux de l'équipe adverse de monter. Donc voilà, la meilleure manière de défendre, c'est d'attaquer. Si la SEC joue, la SEC essaie de gonfler son milieu de terrain, par rapport à l'adversaire, la SEC va se mettre en difficulté. La SEC, pour moi, on doit jouer avec 4-3-3. Pourquoi? Parce qu'on va empêcher les puissants de monter. On sera aussi très bon offensivement. Ça va empêcher, comme on appelle, les joueurs marocains de rester dans le terrain défensif. À partir de là, la SEC peut commander son milieu de terrain. Merci beaucoup, M. Ouattara. Peut-être, on va dire, qu'il gagne sa place au niveau du coach Julien Chevalier. Peut-être demain, il prendra part à ce match. Alors, donc, comme il a dit, effectivement, au niveau des puissants, au niveau des replis et tout ça, mais l'un dans l'autre, quel est le danger qui guette le 4-3-3? Je vais le demander pour terminer rapidement là-dessus. Non, mais c'est le danger qui guette le 4-3-3. C'est si les joueurs de couloir ne participent pas au repli défensif. D'accord. C'est là le danger. Mais ce que je veux dire, c'est que tout système a ses faiblesses. Même le 3-5-2, le 4-4-2 ont leurs faiblesses. Tout système. Maintenant, tout dépend de l'animation, du fonctionnement du système. Parce que si tu veux jouer en 4-3-3, il faut forcément que ça fonctionne, que les hommes qui vont animer les côtés puissent fonctionner, apporter leur soutien aux latéraux. Il faut qu'il y ait aussi des dédoublements sur les côtés et qu'un garçon comme Begré Martin puisse appuyer Caridjola ou Carlos Zouzou sur le côté gauche, puisse appuyer beaucoup Serge s'ils sont titularisés. Ce que je veux dire. Donc tout système dépend de l'animation. C'est vrai que tu peux évoluer en 3-5-2, mais si ça ne fonctionne pas, si c'est mal animé, c'est zéro. D'accord, on a placé le temps, messieurs. Dernière question. La SEC peut-il inquiéter le Wydad ce samedi en 30 secondes rapidement? Non, évidemment. La SEC d'Abidjan, ça reste quand même le champion de Côte d'Ivoire. Et depuis 4 ans, la SEC a évolué d'une manière, on va dire, croissante, avec une certaine évolution au niveau expérience, au niveau maturité de jeu. Maintenant, la SEC, comme je dis toujours, c'est le club ivoirien qui sait le mieux jouer avec son public. La SEC va retrouver le stade Félix Houphouët-Boigny. Simplement, il doit falloir que tous les sportifs ivoiriens viennent soutenir la SEC. Je pense que la SEC a les capacités. Quand bien même je ne partage pas le 4-3-3, cela ne voudrait pas dire que la SEC n'est pas capable. Vous avez plus de 30 secondes. Rapidement, je vais demander en quelques secondes si la SEC a ses chances demain face au Wydad. Oui, la SEC a ses chances. C'est vrai que le WAC quand même a joué les 2 dernières finales de la Ligue des Champions. C'est vrai que le WAC a perdu son match aller face à la Galaxie de Botswana. Maintenant, c'est reste un match de football. La vérité du terrain est autre chose. Mais je pense que la SEC Mimosa a les chances de battre le WAC. Ligue des champions CAF, 2e journée. Julien Chevalier doit-il aligner le système 4-3-3 face au Wydad? Vous avez dit oui à 86%, non pour 14%. Allez, c'est l'heure de prendre vos derniers arguments, messieurs, pour les 30 secondes au Japon. On commence par vous, Mathieu Blé. En espérant vivement que j'ai tort, à l'issue donc du match d'Abidjan, du match du samedi, je voudrais quand même souhaiter il y a bonne chance à la SEC d'Abidjan. Et que c'est fort du vécu, de l'expérience, de la vista et de la malice de l'équipe du Wydad qui vient à Abidjan pour faire absolument un résultat. Donc je souhaiterais que l'encadrement technique des Mimosas en tienne compte et pour bien élucider son système de jeu. Cela dit, n'importe quel système reste à avoir des avantages et des failles et je ne peux que souhaiter bonne chance aux amis de la SEC d'Abidjan. Pile poil.
Allons-y, Choualio. Non, je pense que Julien Chevalier a l'habitude de commencer en 4-3-3, aligner son équipe en 4-3-3. Et il a fait des résultats avec ce 4-3-3. Et ce n'est pas aujourd'hui, dans un match aussi important, qu'il va venir changer ce système d'entrée. Il a les hommes pour évoluer en 4-3-3. Et je pense que là, il doit mourir avec ses idées. Maintenant, en fonction de la physionomie du match, ça peut changer. Mais dès l'entame, c'est le 4-4-3 qu'il connaît, qu'il affectionne. Et il fait ses recrutements en fonction. Il a les joueurs de couloir pour. Maintenant, c'est aux joueurs de couloir sur les côtés qui doivent participer au repli défensif, aider... Bon, vous n'avez pas assez de temps. Bon, voilà, vous avez beaucoup de choses à dire. On verra bien si donc, vos arguments seront donc vérifiés demain à l'issue de ce match. ASEC Wydad, c'est un match à suivre évidemment sur la 3 demain à partir de 18h30 avec Jean-Baptiste Kouadio, Georges D'Angeles Kofi en plateau. Et sans oublier bien sûr le dieu de choc, Wallo et Balo aux commentaires. Merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, Mathieu Blé. Merci, Magat. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, salut.